Pour moi, Wikipédia constitue un apport sans précédent à l'humanité. C'est la plus grande coopération internationale qui ait jamais existé. Elle rassemble les gens autour d'un même objectif, créer davantage de savoir et le partager gratuitement. Nous faisons partie des infrastructures planétaires. Tout le monde utilise notre plateforme, tout le monde s'appuie sur Wikipédia. Nous ne sommes plus un petit projet annexe sur Internet. Wikipédia contient aujourd'hui plus de 58 millions d'articles rédigés en 300 langues. Tout ce qu'on y lit a été écrit par un bénévole, quelque part dans le monde. Ils sont près de 250 000 à apporter leur contribution chaque mois, et des millions depuis sa création. Le principal avantage de Wikipédia est qu'elle balaie la conception ex cathedra du savoir. L'idée que la connaissance se trouve entre les mains d'une petite élite. Comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Wikipédia est un savoir démocratisé. Avec Wikipédia, chacun de nous est devenu une autorité et a pu publier quelque chose sur Internet sans devoir apporter la preuve de sa compétence. Mais voilà, les conséquences de cette démocratisation ont été bien plus complexes et problématiques qu'on ne pouvait l'imaginer. Bonjour, je m'appelle Jimmy Wales. Je suis le fondateur de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le projet a été lancé en 2001 et il est vite devenu l'un des 10 sites les plus visités sur Internet. Imaginez un monde où chaque individu sur la planète peut accéder librement à la totalité des connaissances humaines. Imaginez un monde où chaque individu sur la planète peut accéder librement à la totalité des connaissances humaines. Imaginez un monde où chaque individu sur la planète peut accéder librement à la totalité des connaissances humaines. Bonjour. D'après les statistiques, vous allez consulter 88 fois votre smartphone aujourd'hui. Et combien de fois irez-vous sur Wikipédia? Wikipédia en français attire près de 4 millions de visiteurs uniques par jour. Si vous n'y êtes jamais allé, vos enfants l'ont sûrement fait. Leurs professeurs aussi. Plus de la moitié des enseignants admettent avoir régulièrement recours à l'encyclopédie en ligne. Les articles qui enregistrent le plus grand nombre de clics sont ceux sur les États-Unis, Donald Trump et Barack Obama. Le titre de l'article le plus long est le suivant. Bon courage dans votre recherche. La plus grande version de Wikipédia est l'anglophone, avec 6,2 millions d'articles, suivie par Qui l'eût cru, celle en cebuano, une langue des Philippines, avec 5,3 millions d'articles. Nous y reviendrons plus tard. L'encyclopédie numérique a désormais imprégné tous les domaines de la vie quotidienne. Mais qui sollicitons-nous au juste quand nous interrogeons Wikipédia? Au début, je n'imaginais pas qu'on avait la possibilité de contribuer à la plateforme. Je pensais qu'on pouvait juste y lire des articles. Je ne savais pas qu'on était les auteurs de l'encyclopédie. À l'université de Barcelone, j'ai vu des gens qui étaient en train de parler de Wikipédia et aussi de modifier des articles là-dedans. Je me suis dit, waouh, ça c'est fait et tout, je ne connaissais rien. J'enseigne à l'université depuis de nombreuses années et ça me fait toujours plaisir de voir les yeux de mes étudiants s'illuminer. Wikipédia m'a permis d'avoir une plus grande portée. En 2012, le programme d'éducation de Wikipédia a été lancé en Égypte. Et voilà, c'est la meilleure expérience de ma vie. J'ai publié mes premiers articles dans Wikipédia en 2003 sur les éléphants fossiles. J'ai toujours aimé écrire. S'installer le soir devant son ordinateur et taper un texte, c'est quand même plus intéressant que de regarder la télé. Même si on travaille dans différentes langues, on poursuit tous le même objectif. Rassembler le savoir du monde sur une plateforme accessible à tous.
Il y a un sens de la communauté très développé. Et c'est à mes yeux l'aspect le plus gratifiant de mon travail pour Wikipédia. L'ensemble du savoir de l'humanité est à portée de main, accessible en quelques clics. Aujourd'hui encore, tout le monde peut apporter sa contribution sur Wikipédia, sauf les opinions personnelles. Qu'il s'agisse de politique ou de religion, la plateforme se veut neutre. Les Wikipédiens travaillent gracieusement. Les dons sont versés à la Wikimedia Foundation, qui assure le fonctionnement du site sans toucher au contenu. Wikipédia se présente comme une encyclopédie libre, neutre et démocratique. Ce projet universel est-il une utopie devenue réalité? Il y a 2 ou 3 ans, j'aurais répondu « oui », et j'en suis fier. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça me donne plutôt mal à la tête. C'est triste. Je me qualifie moi-même d'ex-fondateur. Avant, j'étais cofondateur. Maintenant, je suis ex-fondateur. Je ne veux plus en entendre parler. Toute personne ayant un peu de bon sens sait que rien n'est jamais impartial et que la notion d'objectivité universelle est illusoire et idéaliste. Cette idée renvoie sans doute au rêve que les hommes développent une sagesse historique qui dépasse les intérêts personnels ou les préjugés. Mais je ne pense pas que ça corresponde à la réalité. J'ai été embauché par Bomis Inc., une entreprise qui gérait différents projets sur le net. On était un moteur de recherche et un répertoire web. Très tôt, on a expérimenté avec des contenus générés par les utilisateurs. C'était un mix d'idées et de projets intéressants. On vivait une période très excitante sur Internet. Au départ, notre public était majoritairement masculin. On a lancé des blogs de sport, mais ils n'ont vraiment pas bien fonctionné. Il y avait un projet qui s'appelait le Bomis Babe Report. C'était un blog avec des photos de célébrités nues. Ma première tentative de créer une encyclopédie accessible à tous était un projet du nom de Nupedia. Il s'agissait d'inciter des universitaires à apporter leur contribution. Toute publication était soumise à un processus de vérification en 7 étapes. C'était très lourd. La première année, j'ai dépensé environ 250 000 $ et je n'avais qu'une vingtaine d'articles à présenter. Donc ça revenait assez cher. Je savais qu'il fallait rectifier le tir parce qu'à ce rythme, on ne pourrait jamais réaliser une encyclopédie. Le soir du 2 janvier 2001, j'étais dans un restaurant mexicain avec un ami. Et il m'a parlé du logiciel Wiki qu'il utilisait. Le premier Wiki a été inventé en 1995 et il s'appelle WikiWikiWeb. WikiWiki signifie rapide en hawaïen. Il porte ce nom parce que chaque internaute peut apporter des changements sur n'importe quelle page. Et dès qu'il clique sur Enregistrer, le texte modifié est en ligne. Le soir même, j'ai écrit un mail à Jimmy Wales pour lui demander de faire un test parce que le logiciel était gratuit. C'est ce qu'il a fait. Et du jour au lendemain, les gens ont utilisé Wikipédia et se sont complètement détournés de Nupedia. Le lancement de Wikipédia a été explosif. On a dit « allez-y, écrivez des articles » et les gens ne se sont pas fait prier. Je peux imaginer un tas de choses et avoir toutes sortes de rêves ambitieux, mais je ne les prends pas spécialement au sérieux. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. À la fin de la première année, on avait atteint les 20 000 articles, et ce nombre n'a pas arrêté d'augmenter par la suite. C'était trop beau pour être vrai. On a démarré en janvier 2001 et le 11 septembre, il y a eu les attentats terroristes.
C'était bien sûr un événement de portée mondiale. Ce jour-là, la communauté s'est rassemblée sur Wikipédia pour écrire sur le World Trade Center et ses architectes, sur les compagnies aériennes et les différents groupes terroristes qui avaient pu participer ou pas aux attaques. Les gens ont essayé de collecter des données. Je me suis dit que c'était intéressant et que ça comblait un vide dans le traitement des informations. Il y a les nouvelles du jour et elles sont importantes, mais là, on est plutôt dans une démarche réflexive qui s'inscrit dans une perspective longue. Que signifie tel événement? Comment l'expliquer historiquement? Comment s'intègre-t-il dans le monde? Wikipédia consigne tout ce qui arrive à l'humanité et ce qu'elle a connu par le passé. Prenons la Covid-19. La plateforme couvre tout ce qui se passe autour de nous, aux 4 coins du monde, à tous les niveaux et dans une multitude de langues. Pendant la révolte de 2011 en Tunisie, ce qu'on appelle le printemps arabe, je me suis aperçue qu'il y avait un énorme problème d'identité dans ce pays et qu'on ne connaissait pas notre histoire. J'ai dit à mes amis, j'ai un rêve. J'aimerais créer une communauté pour conserver et documenter notre patrimoine. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Certes, je ne suis pas historienne, mais je suis passionnée par l'histoire de mon pays. Voilà comment je suis tombée amoureuse de Wikipédia. Conserver et documenter. On le fait non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Wikipédia écrit l'histoire. Nous sommes les nouveaux historiens du monde. When the class bell rings, your child becomes my child too. So I'm going to do everything I can to help that kid succeed. Qu'y avait-il au juste avant Wikipédia? De grosses encyclopédies dans les bibliothèques de nos parents et de nos professeurs. Comment le monde universitaire a-t-il réagi face à Wikipédia? On a continué à se développer pendant un certain temps, mais on a fini par attirer l'attention et les réactions n'ont pas toutes été positives. Je me rappelle qu'un ancien rédacteur en chef de Britannica a comparé Wikipédia à des toilettes publiques. Dans notre école de génie électrique, les professeurs étaient farouchement opposés à toute information provenant de Wikipédia. Si jamais on citait Wikipédia comme source dans un devoir, on avait automatiquement droit à un 0 et on était recalé. Je n'ai jamais vraiment accepté Wikipédia. Je vis dans le monde d'avant, celui où on consultait des livres. Wikipédia, c'est le Big Mac de l'information. C'est attrayant, et toutes les pages se ressemblent plus ou moins. On sait ce qu'on va y trouver. C'est pareil que chez McDonald's. On sait pourquoi on y va. Et pourtant, ce n'est pas bon pour la santé, parce que les produits sont de mauvaise qualité. Comme la malbouffe, il y a la malinformation. Internet a toujours l'air convaincant. Wikipédia ne fait pas exception à la règle. Ça s'inscrit dans une tendance générale où tout devient plus superficiel. Un certain nombre d'anarchistes d'extrême gauche étaient emballés par l'idée qu'une communauté en ligne puisse développer un projet génial sans aucune autorité centralisée. Ils étaient persuadés que mon rôle et celui de nombreux autres universitaires constituait un problème. Du coup, j'ai parlé à Jimmy Wales en tête-à-tête. Je lui ai dit, j'aimerais que les universitaires participent à Wikipédia en ayant le sentiment d'être utiles. Et puis, tu dois faire quelque chose contre les trolls qui sévissent sur le site.
Mais Jimmy Wales a balayé mes inquiétudes d'un revers de la main. Alors j'ai dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Il a levé les bras et je suis parti. Et je ne le regrette pas du tout. L'idée que n'importe qui puisse modifier le texte d'un autre choquait beaucoup de gens. Ils ne voyaient pas comment c'était possible. Mettons que vous vouliez ouvrir un restaurant et servir du steak. Si vous servez du steak, vous devez donner des couteaux aux clients. Et s'ils ont des couteaux, ils peuvent s'en servir pour s'entretuer. Alors vous vous dites, bon, eh bien on va installer une cage autour de chaque table. Mais si c'est ça votre conception du design, vous prenez les pires personnes comme référence. Et ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, comment résoudre ce genre de problème dans le monde réel? En général, on va s'attaquer à l'agresseur, ou bien appeler la police, ou encore faire venir une ambulance. Donc, il existe des mécanismes pour faire face à une telle situation. Ils ne sont pas infaillibles, mais mieux vaut vivre dans un monde avec des failles que dans un monde qui nous met en cage. Les inconvénients liés aux anciennes encyclopédies nous paraissent évidents aujourd'hui. La plus grande encyclopédie qui ait jamais été réalisée venait de Chine et se présentait comme une compilation de toutes les connaissances de l'humanité. Elle montrait le monde et ce qu'on en connaissait du point de vue d'érudits chinois. Que pensait-il des Blancs, par exemple? Eh bien, nous étions tous roux et nous sentions le lait fermenté ou le chien mouillé. Voilà comment les Chinois voyaient les Occidentaux. Un de mes biens les plus précieux est la 11e édition de Britannica. Voilà le volume 19, un ouvrage étonnant. Écoutez plutôt ce qui est écrit au sujet des Noirs. Intellectuellement, le Noir est inférieur au Blanc. Cette observation de F. Manetta, peu importe qui c'était, a été faite après une longue étude sur les Noirs américains et peut s'appliquer à la race entière. L'article continue ensuite avec les penchants sexuels, entre autres. C'est profondément insultant et manifestement faux. Il est sidérant de penser que cette 11e édition était encore considérée comme parole d'évangile. Et ce, après la Seconde Guerre mondiale. Les encyclopédies peuvent être très différentes selon les personnes qui les compilent. Raison de plus pour dire que les encyclopédies collaboratives sont bien meilleures. Ce graphique montre la croissance de Wikipédia. Ma partie préférée se situe début décembre. À l'époque, un scandale a éclaté, vous en avez peut-être entendu parler. Apparemment, il y avait une erreur dans Wikipédia. Qui l'eût cru? Les médias se sont déchaînés et sur CNN, on m'a hurlé dessus. Le résultat, comme vous pouvez voir, est que le trafic a quasiment triplé sur notre site. À la mi-septembre, un vieil ami m'a appelé. Google-toi et clique sur le lien de Wikipédia. Tu vas y trouver quelque chose d'ahurissant. John Siegenthaler était un célèbre journaliste qui avait travaillé à USA Today. C'était un très bon ami des Kennedy et il avait même porté le cercueil à un de leurs enterrements. Un court article lui était consacré sur Wikipédia. Quelqu'un a parié avec son ami que Siegenthaler avait été suspect dans l'assassinat de Kennedy. L'ami a dit non, c'est faux. Et le type de répondre si, regarde, c'est dans Wikipédia. Sauf que c'était lui qui l'avait écrit. Citation. John Siegenthaler était soupçonné d'être directement impliqué dans l'assassinat de John Kennedy et de son frère Bobby. Rien n'a jamais été prouvé. Et juste en dessous, il est écrit Wikipédia.
C'était profondément offensant pour lui. Il s'est donc fendu d'un éditorial cinglant contre Wikipédia. Et ça nous a valu beaucoup de mauvaise presse. Si je pouvais voir Jimmy Wales aujourd'hui, et je me suis retrouvé plusieurs fois avec lui sur un plateau de télévision la semaine dernière, je lui demanderais de nouveau, faites quelque chose pour corriger votre système de A à Z, parce qu'il est vulnérable, vicié et peu crédible. Et ça pose problème lorsque des journalistes, des historiens ou des écoliers vont sur votre site pour se documenter en vitesse, parce qu'en général, ce qui est écrit n'est que pure fiction. La plupart des contributeurs de Wikipédia travaillent anonymement. Ils ne révèlent pas leur véritable identité. Voilà pourquoi beaucoup de gens affirment des choses qui semblent plausibles et qui ne sont pas rectifiées justement parce qu'elles semblent plausibles. Bien sûr, comme Wikipédia est très populaire et consultée par un grand nombre d'internautes dans le monde, elle est la cible privilégiée de personnes qui veulent manipuler les informations, que ce soit pour se faire de la publicité, promouvoir leur entreprise ou leur carrière politique, ou encore influencer l'opinion publique sur tel ou tel sujet. On sait que des articles ont été remaniés par le Congrès américain, la Douma russe et le Parlement britannique. Partout où des politiques se font élire et disposent d'une équipe, on tente de modifier des pages sur Wikipédia. Wikipédia a une portée extrêmement importante. Ce qu'on y lit est pertinent et donne l'impression d'être valable. Mais il ne faut jamais le prendre pour argent comptant. On devrait toujours se demander d'où viennent les informations et si elles sont justes. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait de manière méthodique. J'ai observé à la loupe les articles sur plusieurs grands groupes cotés en bourse. J'ai vérifié l'historique, j'ai examiné les modifications qui me paraissaient suspectes et j'ai cherché par qui elles avaient été effectuées. J'ai découvert par exemple que l'article consacré au groupe Daimler avait été modifié à partir d'une adresse IP appartenant à ce dernier. Le fait que l'entreprise avait utilisé des déportés comme main-d'œuvre pendant la guerre avait été supprimé. La partie ayant trait aux activités de lobbying de Daimler avait aussi été remaniée. Le service de presse du groupe m'a informé que ces modifications n'avaient pas été apportées à sa demande et qu'elles étaient visiblement le fait d'un salarié qui avait agi de sa propre initiative. Pourquoi peut-on être anonyme sur Wikipédia? Ce n'est pas indispensable. La plupart des contributeurs sont prêts à révéler leur identité, à envoyer une photocopie de leur passeport ou à faire tout ce qui est nécessaire. Mais la politique de Wikipédia est de permettre à chacun de se cacher derrière l'anonymat. J'écris sous mon véritable nom. Il est donc très facile pour un journaliste ou toute autre personne de m'identifier. Mais je m'en moque parce que je sais que je ne fais rien de mal. En même temps, quand j'interviens en tant que biologiste, par exemple pour écrire des articles sur les organes génitaux, quelqu'un peut se dire « Ah, il donne son vrai nom, on peut savoir qui c'est. Je vais le dénoncer pour diffusion de contenu pornographique. » C'est arrivé. Je suis contre l'obligation de donner son vrai nom. Je pense à des consoeurs qui s'engagent sur des sujets sensibles depuis des années et qui se font insulter. Si elles dévoilaient leur véritable identité, elles ne pourraient plus sortir de chez elles. Il y a des gens qui écrivent sur des organisations et des groupes de musique d'extrême droite, sur des hommes politiques qui nagent en eau trouble ou sur des criminels. Il vaut mieux, selon moi, que ces personnes ne soient pas identifiables. Il ne faut pas oublier que Wikipédia est écrite et lue non seulement dans les pays occidentaux, où les libertés individuelles sont garanties, mais aussi dans les États dirigés par des régimes autoritaires. Ayant moi-même vécu dans une dictature et sous une surveillance permanente, je dirais qu'il faut laisser les gens écrire anonymement. Il existe des instances, des sentinelles, qui veillent à ce que les choses ne dérapent pas.
Au début, disons de 2001 à 2004, Wikipédia était comme un village. C'était un petit groupe de gens qui travaillaient sur un projet auquel ils croyaient. Il n'y avait sans doute pas plus de 150 auteurs. Entre 2004 et 2007, ce village s'est transformé en une grande ville et plusieurs foyers d'incendie sont apparus. Soudain, j'ai réalisé, waouh, on est populaire maintenant. On est devenu vraiment important dans le monde. J'ai pris conscience qu'on avait une lourde responsabilité et qu'on devait tâcher de bien faire les choses. On n'avait pas d'argent, alors on s'est demandé quels outils, quels mécanismes peut-on mettre en place pour surveiller le site nous-mêmes. On a donc créé le statut d'administrateur qui permet de bloquer certains utilisateurs. Les admins le sont par choix. Je ne les vois pas comme étant plus hauts dans la hiérarchie. Ils ont décidé de leur plein gré d'assumer quelques tâches supplémentaires. En gros, ils font le ménage. Mais ils doivent aussi régler des conflits et accomplir d'autres missions. Un admin a donc un peu plus de pouvoir qu'un contributeur normal. Par exemple, il peut appuyer sur un bouton pour supprimer un article. Sur Wikipédia, les administrateurs existent depuis 2002. Aujourd'hui, sur les 92 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde, on en compte 3900. Ainsi, 0,004% des utilisateurs ont le dernier mot en cas de litige. Les administrateurs peuvent bloquer des contributeurs et supprimer des articles, même si dans ce dernier cas, la décision est généralement soumise au vote de la communauté. Pour écrire sur Wikipédia, il faut respecter certaines règles. L'article doit remplir des critères d'admissibilité et être étayé par des sources reconnues. Sinon, il est supprimé. Mais qu'est-ce qui est admissible dans ce monde? Et quelle source est assez fiable pour que la contribution ne soit pas retirée? Un contrôle qualité rigoureux a été mis en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, Wikipédia est une source d'information de grande qualité. Mais pour les nouveaux venus, tout est devenu plus compliqué. Je suis utilisatrice de Wikipédia et autrice de science-fiction. En m'intéressant aux œuvres de mes consoeurs, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait une liste pour savoir ce qui s'écrit en Allemagne, ce qu'on peut lire. Mais j'ai constaté qu'une telle liste n'existait pas. Alors j'ai pensé, bon, eh bien, on va la faire nous-mêmes. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Une liste d'autrices de science-fiction? Elle a été créée le mois dernier sur Wikipédia, avant d'être supprimée, puis de nouveau mise en ligne après un torrent de critiques. Elle a été supprimée parce que c'est une liste superflue qui génère des redondances, que son contenu est flou et son concept douteux. Le plus dur, c'est d'avoir été attaqué aussi violemment. La liste a d'abord été supprimée, puis remise en ligne. Ensuite, il y a eu une discussion, suivie d'une autre discussion, et finalement, elle a pu être maintenue. Wikipédia n'est vraiment pas le bon site pour les listes superflues et douteuses. On n'y trouve que des listes très importantes et très sérieuses, comme celle des distances de tir les plus éloignées lors de l'exécution de personnes par des tireurs d'élite. Ou bien celle-ci, liste des navires portant le nom d'Amazon. Non mais franchement, où est-ce qu'on va pouvoir encore caser une liste d'autrices de science-fiction? J'étais vraiment furieuse. J'ai trouvé que certains, pas tout le monde, ne manquaient pas d'air de nous traiter avec une telle arrogance. Ils s'arrogeaient le droit d'être les véritables Wikipédiens et de savoir comment s'y prendre. Tout le monde peut écrire des articles et grimper les échelons de la hiérarchie, ou du moins tous les mâles blancs certifiés agriculture bio-allemande. Parce que la répartition des sexes chez les contributeurs de la Wikipédia allemande est la suivante, 10% de femmes. Le plus triste, c'est que Wikipédia reflète un terrible cliché. Celui de l'homme blanc qui passe beaucoup de temps sur Internet et qui n'a parfois aucun savoir-vivre. C'est super qu'il y ait une communauté, parce que ça apporte de la stabilité et de la rigueur.
Malgré tout, c'est un site qui devrait en principe être ouvert à tous. Alors à partir du moment où ils filtrent les informations et virent des gens, ils tuent leur propre projet. Sur Wikipédia, c'est normal d'avoir des désaccords éditoriaux, ça arrive très régulièrement. Enfin, les bénévoles, en fait, ont fini par créer des critères d'admissibilité des articles. Wikipédia ne vise pas à parler de tout, de tous les sujets. On va pas parler de la boulangerie du coin ou de l'artiste local, en fait. Pour savoir si un sujet mérite d'avoir un article dans Wikipédia, le critère de base, c'est que le sujet doit avoir fait l'objet soit d'une entrée dans une encyclopédie classique, soit d'avoir fait l'objet de 2 articles dans la presse nationale ou internationale. De fait, ça limite la notoriété, mais ça c'est un choix des bénévoles. Wikipédia n'est pas là pour créer la notoriété. Wikipédia est là pour constater la notoriété quand elle existe. Les critères d'admissibilité sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Par exemple, le fait d'être un professeur ou une professeure n'a aucune importance. La seule chose qui compte est de détenir un titre de professeur dans une université. Mais il faut bien dire que dans les universités allemandes, seuls 20% des professeurs sont des femmes. C'est pareil dans tous les domaines. En réalité, les femmes sont très souvent sous-représentées aux postes clés. Toute la question est de savoir si on veut reproduire le ratio réel entre les hommes et les femmes ou bien le modifier. On rencontre le même problème dans Wikipédia que dans le monde réel. Il n'y a que le point de vue masculin qui compte. La perspective féminine est totalement occultée. Mais apparemment, personne n'en a conscience. Quand une autrice est moins publiée, qu'elle se vend moins, qu'elle reçoit donc moins de prix et qu'elle est moins lue, elle n'est pas admissible sur Wikipédia. Et comme elle ne figure pas sur l'encyclopédie en ligne, l'écolier qui prépare un exposé ou la personne qui prépare une conférence se dit « Ah non, elle n'est pas assez importante, je ne vais pas la lire. Je vais plutôt choisir un auteur qui a déjà une entrée dans Wikipédia. » La question de la notoriété pose donc problème puisque c'est Wikipédia qui l'a créée. C'est un cercle qui est terrible, sortir de là. Si une grande majorité des articles est sur des semblants, c'est parce qu'ils s'écrivent sur eux-mêmes. Hein? Mais chaque projet qui naît, qui veut changer ça, on dit, voilà, vous faites de l'activisme, c'est politique, voilà. Mais il ne faut pas se tromper. Le fait de laisser toute sa marge, qu'à la connaissance, la présence, la visibilité, hein? Des sommes blondes, de la connaissance européenne, des théories eurocentrées. C'est pas politique que ça? Cette carte de la base de données Wiki permet de visualiser la situation sur Wikipédia. Ça ne ressemble pas franchement au savoir universel de l'humanité. Mais que faire pour changer la donne? Il y a quelques années, un auteur a eu une idée qui a fait de lui le wikipédien le plus prolifique de tous les temps. Les robots ou bots pourraient remédier au manque de diversité sur Wikipédia. Un bot est un logiciel indépendant qui accède de lui-même à Internet. LSJBot a produit près de 10 millions d'articles en différentes langues. La Wikipédia en cebuano a pratiquement rattrapé l'édition anglaise. La version suédoise occupe la 3e place, loin devant l'allemande. La Wikipédia en waray-waray, une autre langue des Philippines, est elle aussi dans le top 10. Ces 3 versions ont bien grimpé dans le classement de Wikipédia. Le cebuano est la langue maternelle de ma femme. Même s'il est parlé par un grand nombre de personnes, il ne dispose pas de sources d'informations de qualité. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter mon aide. Mon premier grand projet portait sur les espèces animales. J'écrivais une première phrase qui disait que X était une espèce de la race Y.
Puis le robot collectait des informations à partir d'une base de données et comblait les vides. Le robot a rédigé tous les articles sur le règne animal et végétal dans 3 versions de Wikipédia. Je suis fier de cet accomplissement. Je pense faire du bon travail en réalisant la vision de Wikipédia, à savoir rendre accessibles toutes les connaissances de l'humanité. Désormais, 30 millions de personnes peuvent s'informer sur les espèces animales et végétales dans leur langue maternelle, chose qui n'était pas possible auparavant. Il existe des Wikipédias en différentes langues. La version suédoise fait partie de celles qui ont été inondées d'articles générés automatiquement sur les espèces animales et végétales. Là, on touche directement à mon domaine. Il y avait juste 1 ou 2 phrases et en dessous tous les liens vers les bases de données, parce qu'il fallait citer les sources. Des millions d'articles ont ainsi été créés par des robots, ce qui, à mon sens, n'est pas soutenable et ne peut aider qui que ce soit. Le robot n'est plus actif parce que l'état d'esprit a changé au sein de la communauté. Il y a eu de vifs débats. On a reproché au robot de tuer le plaisir de l'écriture manuelle. Sur Wikipédia, on est tenu d'être courtois les uns envers les autres. Et en général, les gens le sont. Mais dès qu'ils discutaient du bot, ils perdaient leur retenue et le traitaient comme une machine. Ce qu'il est, bien sûr. Mais les attaques personnelles à son encontre me font mal. J'espérais que le robot stimulerait la communauté et l'amènerait à atteindre une masse critique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les articles non générés par un bot restent une part infime en ces boineaux. Je sais que les articles de Wikipédia en malagasy, une des langues parlées à Madagascar, ont été en grande partie écrits par un robot. Personnellement, je trouverais ça très intrusif. Ça ne me plairait pas du tout. J'ai été déçu en découvrant que la Wikipédia dans ma langue, le Xitsonga, contenait moins de 80 articles. Et ils sont tous très mal écrits. Ça m'a contrarié. Je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. Pourquoi personne ne représente cette langue? 2 jours plus tard, je me suis demandé, sur qui comptes-tu pour le faire? Est-ce que tu espères que des universitaires ou des professeurs de lycée vont rédiger ces informations sur Wikipédia? Je n'avais pas de réponse à cette question. La seule chose qui me venait sans cesse à l'esprit était « fais-le toi-même ». Je me suis donc mis à écrire des textes simples. Le premier article que j'ai rédigé dans ma langue portait sur Nelson Mandela. Puis, je me suis rendu compte que personne d'autre n'écrivait en Xitsonga sur Wikipédia et qu'on n'effaçait pas mon article. C'était agréable. Ça me donnait l'impression d'avoir un certain pouvoir. À partir de là, c'est devenu pour moi un voyage de découverte. Parce que je voulais apprendre un tas de choses sur ma culture, mon peuple, la langue que nous parlons, nos racines et nos origines. Avons-nous des héros dont nous pouvons être fiers? Comment interprétons-nous la vie? Il faut se demander qui écrit l'histoire. En Afrique du Sud, on ne compte des historiens noirs que depuis 1994.
La plupart des ouvrages sur notre histoire n'ont pas été écrits par nous-mêmes. Ils ont été rédigés par des Blancs et des gens qui ne sont pas issus de notre culture. Autrement dit, ce sont des personnes extérieures qui nous racontent notre passé. Le problème est qu'une grande partie de nos propres sources historiques n'existent pas sous forme écrite. Elles se trouvent sur des pierres ou des arbres ou encore dans des chansons. Elles sont transmises oralement. Il s'agit de sources qui ne sont pas acceptables au sens académique du terme. Voilà pourquoi notre version de l'histoire a si peu de résonance. Les récits et traditions orales sont d'une importance cruciale pour l'avenir du savoir libre. Bien souvent, ils ont permis aux peuples indigènes ou aux communautés menacées par le colonialisme de préserver leur identité. Actuellement, Wikipédia n'accepte pas la plupart de ses contenus sur ses pages. Comment intégrer les histoires orales dans Wikipédia? La communauté a une position claire sur ce point. On n'en veut pas parce que ça favorise l'éclosion et la diffusion de légendes. Notre démarche se veut scientifique. Et si la science ne prend pas en compte ce type de récits, on ne peut pas les accepter. Même si la grand-mère d'un tel raconte que dans le temps c'était comme ci ou comme ça, ce n'est pas une source que l'on souhaite incorporer dans Wikipédia. On ne va pas dire pour autant à cette personne qu'elle ment. Wikipédia se base sur la notion occidentale de vérifiabilité. Si c'est écrit, c'est que ça a dû arriver. Dans ma culture, c'est différent. Si par exemple, j'avais demandé à mon grand-père, aujourd'hui décédé, de vérifier les histoires qu'il me racontait sur notre culture, il n'aurait pas compris et se serait senti offensé. Dans mon pays, une personne peut être célèbre sans avoir jamais été citée par le magazine Forbes. Est-ce que ça signifie qu'elle n'est pas crédible? Je demande sans cesse aux administrateurs de Wikipédia comment ils peuvent juger si quelqu'un dans mon pays est digne d'intérêt ou pas. Quand on parle de la connaissance qui est donnée par la langue orale, on pense toujours à l'Afrique, mais non, ce n'est pas que l'Afrique qui fait ça. Les Amérindiens, ils font ça, les Asiatiques aussi, ils font ça. Alors voilà, c'est une question culturelle et qu'ici, on l'a perdu, mais qu'on l'avait ici aussi. En Europe, ils l'avaient aussi. Si notre but est d'être le support de l'ensemble des connaissances humaines, il faudra bien accepter qu'une grande partie de ce savoir n'a pas été mis par écrit. Si l'on veut vraiment créer une encyclopédie mondiale, on doit penser à l'échelle mondiale. Jusqu'ici, personne n'y est arrivé, loin de là. Personne n'a même réfléchi à la façon de s'y prendre. Je suis un des rares à l'avoir fait. Par exemple, à quoi ressemblerait un article sur Dieu si l'on prenait en compte le point de vue des peuples d'Afrique subsaharienne, des hindous, des shintoïstes, des chrétiens et des athées? Un article vraiment équilibré et neutre. Personne n'y a réellement pensé. On ne sait même pas si c'est possible ou cohérent. Sur la Wikipédia, l'usage des mots et les sujets sur lesquels on écrit ont un caractère politique et ont une incidence sur la vie qu'on vit tous les jours. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas politiques, ils le sont aussi, parce qu'ils veulent rester dans le status quo de la méconnaissance et l'invisibilité des autres connaissances du monde. Et ça, c'est de la politique. Dans la Wikipédia, il y a 80% des biographies des hommes blancs et l'autre 20%, c'est femmes, des gens d'autres régions, d'autres cultures, voilà. Et la Wikipédia va très bien. Ah ouais, elle montre toutes les connaissances du monde, voilà. C'est quoi ça? Moi, quand on vient m'attaquer, me dire tu te positionnes, oui, je me positionne, j'appelle noircir parce que j'estime
que la Wikipédia, c'est une encyclopédie qui doit refléter le monde, mais le monde dans sa totalité, les connaissances du monde dans sa totalité. Il y a 10 ans, Wikipédia était un site et un concept extrêmement controversé. Aujourd'hui, elle paraît relativement conservatrice par rapport à d'autres projets qui ont vu le jour depuis. Elle ne choque plus du tout. Elle ne heurte même plus les traditionalistes comme moi. Pour être de nouveau pertinente, Wikipédia doit être plus percutante et dérangeante. Ce que je trouve fascinant avec Wikipédia, c'est qu'au début, tout le monde pensait « Mon Dieu, ça va beaucoup trop loin. Comment se fier à ces informations? N'importe qui peut écrire sur Internet. Ça n'a rien à voir avec l'érudition traditionnelle. Pourquoi devrait-on utiliser ce site ?» Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on reproche avant tout à Wikipédia d'être trop proche de l'érudition traditionnelle. Regardez tout ce qui manque. Comment peut-on combler ces lacunes? Il faut savoir qu'historiquement, la science, la recherche et le monde de la production de connaissances ont toujours été partiaux et exclusifs. Eh bien, à présent, Wikipédia l'est aussi. Je pense que certaines de nos idées demeurent incroyablement radicales. Par exemple, l'idée que des gens ordinaires puissent contribuer à la création du savoir est toujours révolutionnaire dans de nombreuses régions du monde. Ou l'idée que nous devrions tous œuvrer à une convergence de vues. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous devrions avoir une base commune pour discuter de nos différends. À l'heure des fake news et des faits alternatifs, ça paraît assez radical. Idem pour notre modèle économique sans publicité et notre approche de la vie privée. Non seulement nous ne vendons pas de données, mais nous ne collectons même pas la plupart des données. Nous sommes très radicaux sur toutes ces questions, et nous l'avons toujours été. Au moins là-dessus, on n'a pas changé. On est tout le temps en procès. Mais nos avocats sont très forts pour défendre notre droit à publier des informations gênantes. On a été poursuivis en justice par des politiciens, mais aussi par des gouvernements nationaux. On comparaît régulièrement devant les tribunaux, et souvent, on gagne. Il faut dire qu'en général, les gens portent plainte parce que les contenus publiés sur Wikipédia les dérangent, et non pas parce qu'ils sont faux. Le dernier exemple en date remonte à 2 ans et demi. Le gouvernement turc nous a demandé de retirer des informations dans 2 articles sur la guerre civile en Syrie. On a refusé parce qu'on a vérifié les articles en question et les révélations qu'ils contenaient étaient très bien étayées. Les faits étaient vérifiables. On a été bloqués en Turquie et on a passé 2 ans et demi à se battre en justice. Début 2020, la Cour suprême de Turquie nous a enfin donné raison. Elle a établi que ce blocage était anticonstitutionnel. Ma sœur vient de m'apprendre que Wikipédia était à nouveau accessible. J'ai tout de suite vérifié. Ne pas avoir accès à Wikipédia était problématique car je ne trouvais pas d'informations aussi pertinentes sur les autres sites. À titre personnel, je me réjouis que l'interdiction soit levée. Wikipédia est modifié 350 fois par minute. C'est la fréquence à laquelle nos articles sont remaniés. Ça nous donne 350 occasions de changer notre façon de voir le monde. Wikipédia est subjective, à l'image de notre société. Il est temps de reconnaître ce problème et d'y remédier.
On espère que les choses vont changer. Qu'il va y avoir assez de militants pour dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens commencent à être sensibles à cette thématique.